Vous avez donc compris le délire artistique que je me suis tapé avec ce moulinet. Maintenant, je vais vous expliquer techniquement comment je prépare mon moulinet pour 100% de pêche en inf au grand fil. Je répète, je n'ai pas de soie dans mon moulinet pour pêcher 100% en inf au grand fil. Par contre, si vous êtes toujours un aficionado de la vraie pêche à la mouche avec une soie, vous pouvez totalement faire ma méthode de pêche en inf au grand fil avec votre soie dans le moulinet. Vous irez voir dans les vidéos précédentes, je vous explique comment raccorder l'indicateur bicolore. Vous pouvez le raccorder n'importe où. C'est une question que j'ai eu des centaines de fois. Votre indicateur bicolore, vous le raccordez n'importe où sur votre ligne puisqu'il n'y a que du nylon dans les anneaux. Soyez logique. Vous êtes pris dans des délires de bas de ligne dégressifs des usines à gaz. Ça sert à rien dans la pêche en inf au grand fil. Je vous propose des choses logiques. Donc vous pouvez avoir n'importe quelle bas de ligne usine à gaz avant. Vous mettez votre bicolore de 8 mètres. Vous remballez ça un peu dans le moulinet et puis c'est parti. Vous pêchez en inf au grand fil et vous pouvez avoir toute la soie du monde dans votre moulinet. C'est votre choix. J'ai très souvent cette question. Restez logique, ne vous posez pas des questions complexes. Dans la pêche en inf au grand fil, c'est 8 mètres de nylon bicolore et basta. Donc, dans mon cas, c'est très simple. Mon moulinet de pêche en inf au grand fil, je mets de côté l'artistique, c'est un moulinet, du backing, un brin de transition et un indicateur bicolore pour la pêche au fil dans les courants ou un nylon translucide pour pêcher en inf au fil, en inf à vue sur les bordures. Donc, je vous laisse acheter votre moulinet comme un grand, comme je vous l'ai expliqué. Moulinet Redington 0 taille 2-3. Vous vous débrouillez, vous prenez la couleur qui vous plaît. Moi, je vous le répète, j'ai ma petite préférence pour le vert et le noir quand je suis en mode discrétion. Vous achetez du backing vous-même. Donc, je vous répète, le nouveau nom du backing qu'on vous a caché pendant des années, ça s'appelle du nanocorde. Paracorde, c'est le même nom, c'est de la corde pour parachute. Vous prenez la taille nano. Je crois que ça fait 0,8. Prenez pas le 1,5, c'est un peu gros. C'est pareil, vous pianotez sur Google. Google est votre ami. Je vous laisse trouver ces matériels. Je ne suis pas vendeur de tapis de matériel. Je vous propose des matériels. Moi, je m'occupe de la cerise sur le gâteau pour que votre matériel ait une bonne gueule. Donc, vous avez acheté votre moulinet. Vous avez acheté votre backing. Et pour placer le brin de transition, c'est simple, donc je vous fais la chose détaillée ici. Une fois de plus, surprise, très compliqué, un nœud de butée. Donc vous faites une butée sur votre backing et vous cramez un peu la butée pour qu'elle soit compacte. Donc simplement quelques tours comme ici, comme vous voyez sur la vidéo, poum, une butée. Je fais des butées partout, c'est tellement simple, j'en mets à toutes les sauces. Tous mes nœuds, c'est des butées. N'hésitez pas à regarder toutes mes vidéos. Je vous propose des nœuds ultra simples. Le but des nœuds dans la pêche en inf, c'est qu'on en fasse le moins possible. C'est pareil, il y a une culture du nœud en France. Les moucheurs, ils se font des nœuds dans le cerveau. Moi, mon but, c'est d'en faire le moins possible. Vous verrez mes nœuds de potence, la boucle, et je fais des butées partout. Donc, même concept. Butée sur le backing. Ah, j'ai oublié de vous préciser, pour attacher votre backing dans le moulinet, un nœud de lasso. Vous revenez avant dans la vidéo sur les bobines rechargeables. Je vous explique comment faire un nœud de lasso. C'est tellement simple, c'est un nœud de lasso. Je ne peux pas vous dire plus simple. Vous attachez le moulinet comme ça. Faites pas un nœud dégueulasse où on voit le fil qui traîne en dessous du moulinet, ce ne sera pas beau. Faites un nœud de lasso, vous enroulez votre backing. Alors le backing, moi je l'enroule jusqu'à quasiment la limite du moulinet. Ça me permet en fait d'avoir un coussin, une assise pour que mon nylon se rembobine bien dessus. Vous pouvez mettre très peu de backing. Mais la répartition du backing un peu harmonieuse comme ça offre un coussin régulier pour enrouler votre bicolore de manière harmonieuse quand vous pêchez. Ça fait vraiment une surface assez plane avec des interstices où mon nylon bicolore va bien s'enrouler. Donc je vous conseille de remplir ce moulinet Redington 0 quasiment à ras-bord et vous en rajouterez pas plus puisqu'au pire des cas vous aurez 8 mètres de bicolore. Comme ça fait aussi un joli diamètre de moulinet bien rempli, ça a une bonne gueule. Alors, je connais les remarques que les pénibles vont faire. Oui, mais ton moulinet, il est plus lourd si tu mets plus de backing dedans. Ah oui, effectivement, il passe de 80 grammes à 90 grammes avec du backing en plus. Donc moi, je joue sur l'esthétique, j'aime bien l'avoir bien rempli et ça me pèse 10 grammes de plus.
Une fois de plus, c'est un paramètre infime qui ne joue pas beaucoup. Donc une fois que vous avez rempli votre backing, vous faites le fameux nœud de butée sur le backing et puis vous mettez simplement un brin de 2 mètres en 20, 24, 25 centièmes, on s'en fout, c'est approximatif. Vous prenez un nylon de base, on s'en fout, n'importe quel nylon en 22, 25 centièmes, 20 centièmes et ça fait juste un brin de transition pour relier votre indicateur bicolore au backing. Il y aura une transition entre les deux avec environ 2-3 mètres, on s'en fout, 1m50, 2 mètres, 2m50, 3 mètres, on s'en fout, ne soyez pas dans l'exactitude là-dessus. C'est juste une transition entre le backing qui fait plus ou moins 1 mm 0,8, le brin de transition qui fait 24-25 et l'indicateur bicolore qui fait 18 centièmes. Et pourquoi je prends ce brin de transition dans un nylon assez fort? C'est pour en fait faire comme je vous ai expliqué dans les vidéos différentes, pour casser la butée en une demi-seconde et pouvoir switcher rapidement, pour ma part, entre pêche au grand fil à l'indicateur et pêche au grand fil à vue. Donc, je vous explique techniquement. Quand je pêche au grand fil et à un moment je me dis les truites vont sortir sur les bordures, je me fais une bordure, bah, je casse mon grand fil qui est lié au brin de transition, donc mon grand fil bicolore, et je me mets 8 mètres à peu près de grand fil transparent en 16 centièmes pour pêcher en inf à vue. Donc j'alterne que 2 méthodes extrêmement rapidement. Crac, je casse mon indicateur bicolore, je le range sur la palette et je pêche à vue. Donc vous voyez, la transition, elle est ultra rapide. Ça me prend 2 minutes pour passer de ma pêche en inf au grand fil à l'indicateur à ma pêche en inf à vue. Et ça se fait parce que mon brin de transition, il est hyper solide et je casse de butée à butée. Donc je fais un nœud plus ou moins cassant au lieu de faire, je sais pas quoi, des nœuds de chirurgien, enfin des usines à gaz que vous voyez depuis 20 ans. Notez bien que la butée, c'est le concept le plus rapide au monde. Butée sur butée, vous cassez, vous passez à autre chose. J'utilise la butée dans 95% de mes nœuds. Franchement, même si vous n'aimez pas trop ce que je fais, regardez la butée, ce que je vous propose, c'est super simple, c'est super efficace parce que vous êtes amené à changer souvent les pointes en pêche en inf au grand fil. C'est aussi le nerf de la guerre. C'est pour ça que je vous conseille fortement d'utiliser le nœud de butée pour pas passer votre vie à faire des nœuds au bord de l'eau. Ça, c'est un énorme problème. Il va falloir évoluer là-dessus. Vous pouvez pas passer votre temps à faire des nœuds au bord de l'eau. Il y a des centaines de paramètres à prendre en compte qui sont beaucoup plus importants. Donc, vous avez compris comment garnir votre moulinet, nœud de lasso, le backing qui rentre, un petit brin de transition, 2-3 mètres pour transitionner quand il y a un gros poisson qui partira. Et puis votre indicateur bicolore, ça va vous prendre 4 minutes et roule ma poule avec des nœuds de butée. Vous êtes prêt à aller pêcher et à prendre beaucoup plus de poissons avec du matériel beaucoup plus simple, beaucoup plus beau. C'est ce à quoi je veux en venir avec Nymph Evolution. Plus de poissons, plus de plaisir, moins de matériel. La formule est très simple. On passe à la partie 5, titre 5, poids du moulinet, équilibre et compensation. Une petite partie plus technique sur le poids du moulinet, équilibre et compensation. Je reviens là-dessus. Tous les moucheurs les 10 dernières années sont bloqués sur ce truc de « Ah, il faut que ma canne soit équilibrée, il faut que mon moulinet soit équilibré, il faut que je place mon index ici, que ma canne soit équilibrée. » Donc moi, ça m'a toujours fait rire. Il y a des gens qui vont passer 40 heures à équilibrer leur canne, mais ils ne sont pas foutus de savoir le lestage de leur nymphe. Je trouve ça totalement illogique et en fait, une fois de plus, les gens se masturbent sur des idées faciles au lieu de penser aux choses qui sont logiques et difficiles. Je vous le rappelle, ce qui est difficile au bord de la rivière, c'est de comprendre la réalité. Une fois de plus, se masturber sur des trucs que vous voyez sur des forums, sur Facebook, sur des discussions dont vous parlez par mimétisme, ça sert à rien. Soignez votre esprit critique. Moi, mon esprit critique pour la pêche en infophile, il est que je veux le moulinet le plus léger possible. Pourquoi? Parce que je compense mon poids. Donc cette histoire d'équilibre de ma canne de 11 pieds, j'en ai rien à fiche. Puisque je cherche le moulinet le plus léger possible, puisque je compense par défaut. Dans tous les cas, ma canne en 11 pieds, une bonne 11 pieds, ça fait environ 100 grammes, voire moins, entre 80 et 100 grammes. Et mon moulin fait aussi entre 80 et 100 grammes. C'est à peu près équivalent. Sauf que en termes d'équilibre sur le balancier, ça n'est pas équilibré. Certes, quand vous pêchez avec une 11 pieds et un moulinet Redington 0,
il y a un déséquilibre. La canne pique du nez. Dans mon cas, c'est tout à fait normal et assumé puisque je vais être en compensation constamment dans ma pêche. Donc, cet effet de compensation n'est pas du tout recherché dans la pêche en sèche. Ça n'a rien à voir. Ne mélangez pas les deux choses. Deux mondes totalement différents. Dans la pêche en sèche, vous avez besoin d'un moulinet d'un poids équilibré qui va compenser votre balancier et vous équilibrer quand vous fouettez. Mon choix dans la pêche en info grand fil, c'est de la légèreté pour une meilleure détection des touches et surtout emmener le moins de camelote possible sur la canne parce qu'on passe des heures avec le bras tendu. Et franchement, la compensation, vous allez faire une pression de l'ordre de 10-15 grammes pour compenser votre moulinet. C'est un coup à prendre. Voilà, donc moi je dis plus ma canne de 11 pieds pique du nez. Par défaut, elle pique du nez et j'en ai rien à fiche puisque je compense. Et toute cette réflexion, ça m'a pris 2 minutes dans ma vie et je concentre 99% de ma réflexion sur le choix du lestage, sur l'approche, sur les couleurs de nymphes, sur la lecture des courants, sur des tonnes d'autres paramètres dont beaucoup de personnes sont aveuglées parce qu'elles pensent qu'au matériel. Donc, je suis avec un moulinet très léger sur une canne de 11 pieds très légère. Donc, je remets ici un petit coup de marteau sur les cannes de pêche au toc qui sont des tromblons. Même les meilleures de cannes de pêche au toc à l'heure actuelle font 140-150 grammes. C'est pas du tout des actions adaptées à la pêche en nymphe ou grand fil avec des toutes petites nymphes. Vous allez faire des milliers de lancers dans la journée. Et je vous parle même pas d'une pêche au toc pour pêcher à l'arbalète en nymphe à vue. Ce sont des tromblons. Donc je réponds plus aux questions par mail sur est-ce que les cannes de pêche au toc sont bonnes ou pas pour la pêche en nymphe au grand fil. Ma réponse est non, c'est mon avis. Moi, il me faut les cannes les plus légères et les meilleures actions du marché pour pêcher en nymphe avec des nymphes qui font en moyenne 0,1-0,2 grammes. On est sur les poids les plus légers dans la pêche au monde. Donc il vous faut les meilleures cannes les plus fines du monde. Après, je dis pas que vous prendrez pas de poisson avec une canne de pêche au toc, mais une canne de pêche au toc, par essence, c'est fait pour faire de la grande dérive avec des appâts naturels. C'est pas du tout fait pour explorer des bordures avec des dérives très précises, avec des nymphes très légères. Et je vous le dis, des pêches à l'arbalète avec une canne au toc, c'est même pas la peine. C'est mon point de vue assumé là-dessus. Il y a des tonnes de bonnes 11 pieds disponibles sur Internet. Je referai peut-être une vidéo là-dessus. Donc la boucle est bouclée, vous avez compris que je cherche le moulinet le plus léger du marché. Je ne cherche aucun équilibre dans ma canne puisque je compense dans ma dérive. Et dernier petit point auquel je crois beaucoup, ce phénomène de compensation, de toujours avoir à tirer un peu sur ma 11 pieds qui pique du nez, ça m'aide à être tout le temps en contact avec ma dérive. Donc je continue la démarche des questions pénibles qui taraudent tout le monde. Oui, mais tu vas tout le temps être trop tendu dans ta dérive. C'est un style de pêche. Moi, je pêche en nymphe au grand fil plutôt tendu. Ça a des avantages et des mauvais points. C'est un compromis. Je connais des très bons pêcheurs en nymphe qui justement ont un équilibre de moulinet, qui se prennent la tête sur des bas de ligne compliqués. Ils pêchent très très détendus. D'un côté, ils loupent moins de touches. D'un autre côté, ils font une meilleure présentation. Pour ma part, c'est différent. Je suis toujours dans une pêche un peu plus tendue en nymphe au fil, mais comme je pêche à 2 nymphes, ça compense aussi. Après, il faut jouer sur l'approche, il faut jouer sur la longueur de fil bicolore sorti, mais effectivement, je vous l'accorde, le fait d'avoir un moulinet très léger et de compenser le poids du moulin dans la dérive, ça incite des pêches en nymphe plus tendues. Mais toujours pareil, reprenez les paramètres en compte. Si vous pêchez tendu, mais que vous avez une super discrétion pour les truites, vous allez prendre l'ascendant. Toujours le concept des milliers de paramètres à prendre en compte. Tout est un compromis. Moi, je pêche en infophile un peu trop tendu parce que j'ai choisi la légèreté du moulinet. Le compromis parfait, c'est à vous de le trouver. Il faut arrêter de croire que vous allez avoir toutes les cases parfaites dans tous les paramètres de la pêche en nymphe. C'est à vous de trouver votre propre compromis. Et il y a des centaines d'écoles de la pêche en nymphe. Moi, je vous propose la mienne. Vous n'êtes pas obligé d'ingérer tout ce que je dis. Vous pouvez prendre des bouts et vous en influencer. C'est pour ça que vous pouvez très bien pratiquer aussi la pêche en nymphe au grand fil avec de la soie dans les anneaux. Voilà, ça c'était le petit point sur la question sans fin. Comment j'équilibre ma canne avec mon moulinet dans la pêche en nymphe au grand fil, c'est pas du tout le même concept. J'espère que vous avez compris ce point. Du moins, c'est la manière dont je le vois.
on va passer à la dernière partie de cette vidéo. Je vais dans cette dernière partie démystifier une énième question légendaire dans la pêche à la mouche, le frein. Le frein, la canne, le moulinet, les waders, les pêcheurs à la mouche ne parlent que de ça et c'est que de la discussion superficielle. C'est ça qui me rend dingue. On est en 2021 et les pêcheurs à la mouche lambda ont toujours les mêmes discussions de surface sur la marque de la canne, le moulinet, le rôle du frein, mon Danielson, mon Vivarelli, alors qu'on devrait passer notre temps à parler de l'approche de la rivière, quel est le lestage de tes nymphes, quelle couleur de bille tu vas utiliser, comment t'approches une veine à truite, c'est quoi une bordure à truite, c'est quoi une veine à ombre, comment la météo va jouer. Tout ça, on n'en parle jamais. Et je trouve ça dommage parce que c'est ça qui fait que les gens ont du mal à évoluer dans la pêche en nymphe parce qu'ils restent bloqués dans des thématiques marketing qu'on nous bidouille depuis 20 ans sur Internet et dans des magazines et personne veut aller au combat sur les vrais détails de la réalité qui sont durs à décrire. Donc le matériel n'est que 10% de la réussite dans la pêche en nymphe. Et c'est pour ça que le frein, dans mon cas, je vais vous donner ma pêche honnête en France. Je prends une année lambda de pêche pour moi en France. La taille moyenne des truites et des ombres que je prends en pêchant dans le nord-est, elle est entre 28 et 32 cm. Ça, c'est les poissons moyens. Un peu plus souvent des poissons à 35-37 en infophile. Quand je commence à faire un ombre ou une truite de 45-47, c'est joli en France. Il y a des rivières où il y a des plus gros poissons. Et franchement, dans l'année, en pêche en infophile, moi, si je fais entre 10 et 30 truites de 50, au-delà, ça arrive aussi, mais je suis le roi du pétrole et c'est très bien. Pensez bien qu'en infophile, votre approche, elle reste assez bruyante et c'est pas une pêche qui vous permettra de sortir les grosses truites. Les grosses truites, vous les ferez en nymphe à vue, en sèche quand elles sont dans des moments spécifiques ou au streamer. Mais la pêche en infophile, c'est quand même une pêche qui est faite pour scorer. Donc quand on score, on baisse la taille de ces poissons. Donc j'en viens à mon raisonnement. Pour prendre en moyenne des poissons de taille moyenne de 30 cm en France, vous n'avez pas besoin, les gars, d'un frein performant. C'est pour ça que le frein du Redington Zero, c'est juste un frein à cliquer qui vous offre de la légèreté. Vous vous souvenez, je suis à la recherche du moulinet le plus léger. Donc le simple cliquet vous permet de baisser le poids du moulinet. Par contre, il offre un frein qui est tout le temps stable. Donc, une fois de plus, compromis, ça a des avantages et des inconvénients. Le fait que ce frein à cliquet soit tout le temps stable, les avantages, c'est sa stabilité. Donc, vous savez tout à fait comment il va partir. Et après, vous allez faire un jeu organique avec la bobine quand le poisson y part, qui est sympathique aussi. Donc, ça va être dans 3% de vos cas, une grosse arc-en-ciel en réservoir ou une grosse fario en rivière en France va vous sortir un peu de backing dans 5% de vos cas dans des pêches en France. Donc, moi, le frein, il me sert dans 5% des cas. C'est pour ça que je suis OK avec ce frein. Le gros désavantage, c'est qu'il fait beaucoup de bruit. J'essaye de vous faire écouter le bruit du moulinet dans la vidéo. À un moment, vous l'entendrez, je ne sais plus où c'est. Donc, c'est un désavantage, oui et non. Au final, moi, ça ne me plaisait pas du tout. Enfin, je veux dire, au début, ça ne me plaisait pas du tout. Mais au final, j'ai pêché avec et je me suis dit, putain, c'est classe. Ça fait un côté vintage. Le cliquetis comme ça, c'est assez sympa. Et puis vous l'entendrez pas beaucoup parce qu'en pêche en infophile, vous passez pas votre vie à sortir des kilomètres de soie. Donc vous tripotez très peu votre moulinet en fait. En pêche en infophile, vous jugulez la longueur entre 1, 2 et 3 mètres de bannière sortie. Donc c'est vraiment des petits mouvements du moulinet. Donc au final, pas beaucoup de bruit. Donc voilà ce que je pense du moulinet du frein Redington Zero. Moi, ça me va complètement. En plus, comme je suis assez un bourrin, un baroudeur, je mets souvent mes cannes dans l'eau. Donc le frein à cliquer, il bougera jamais. Donc en fait, ce moulinet, il va être ultra robuste. Et ça, c'est un bon point. Plus c'est simple, plus ça me plaît personnellement. Et voilà pour le point sur le frein. Ce que je vous conseille quand même, c'est d'aller vous tarter à quelques grosses arcs-en-ciel en réservoir avec ce moulinet pour vous rendre compte de comment ça marche ce frein qui est tout le temps régulier. Et quand même, sa régularité de cliquer, qui bouge jamais, ça évite quand même des sacrées merdes comme on a par exemple sur des Vivarelli avec des freins qui s'emballent et de péter des gros poissons parce qu'en fait, c'est tout le temps le même frein.
Alors qu'on sait que des moulinets qui péclotent un peu, qui sont un peu vieux, bah des fois on a des emmerdes sur le frein et je suis sûr qu'il y a plein de pêcheurs qui m'écoutent qui ont perdu des grosses truites à cause d'un frein défaillant. Ça, c'était le petit point sur le frein. Donc cette vidéo est finie, j'ai parcouru un peu tous les univers artistiques et techniques des moulinets Redington. Donc je vous le répète, moi je vous propose la cerise sur le gâteau, le joli autocollant 3D et je vous laisse faire votre matériel, le reste tout seul comme des grands. Éclatez-vous sur la couleur du moulin, sur la couleur du backing. Moi je ne l'ai pas encore fait, mais vous pouvez par exemple vous éclater, prendre un moulinet vert avocat avec un backing vert orange ou vert fluo, ou vous pouvez par exemple mettre un backing vert fluo sur un moulinet noir. Et puis moi je suis là pour vous éclater sur un joli écusson en autocollant 3D, un poisson. Si vous voulez des ombres du lac Baïkal, j'ai ça, une belle Fario de la Dordogne, des truites queue de trousse du Colorado, des ombres chevalier, des Arctic Char, des Dolly Varden. Vous avez vu dans cette vidéo dans le cadre toute une belle collection de poissons qui viennent du monde entier, que j'ai retiré des photos dans mes voyages. Donc éclatez-vous, la collection d'autocollants 3D est disponible sur nafevolution.fr. Je souhaite que vous puissiez minimaliser votre matériel en le rendant encore plus beau et que ça va vous aider à prendre encore plus de poissons. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ok Jérém, je stoppe et je t'appelle.